Bonjour à toutes et tous, correction du TD numéro 1 d'informatique. Donc on va essayer de le suivre tout doucement en essayant de faire un certain nombre de commentaires. Vous avez le début du sujet sous les yeux. Donc le premier exercice c'est juste un exercice de recopiage. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc je vais aller sous Piso hein, directement. Alors donc le TD nous demande de faire un nouveau fichier. Je vais l'enregistrer immédiatement. Voilà, dans quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas, voilà, je note là. Et je vais l'appeler TD01. Voilà, hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez les fenêtres de dialogue en fait quand je fais ça, mais c'est pas grave. Donc, on constate que le fichier est ici enregistré avec td01.py et il y a le chemin qui se balade au-dessus de ça. Alors, on fait deux trois petits rappels dans cette histoire. La console est ici. Voilà, donc on peut taper directement les instructions là, le shell est démarré, et ici on a l'éditeur, et donc le TD initial vous demande de recopier une fonction qui s'appelle GeneSList aléatoire. Je vais donc tout simplement copier-coller ici. Alors il y a des petites choses ici dues au fait que je fais des copier-coller depuis l'éditeur, je vais juste les enlever histoire que ce soit plus propre, mais et que ce soit plus compréhensible. Mais voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Donc on va essayer de comprendre cette fonction. Donc ici, on importe la fonction randint de random. Alors randint, la documentation qu'il y a dans le TD vous raconte les choses suivantes. Alors on peut taper ça en console. Hein. Si on fait randint, il y a deux nombres. Si on fait 20 et 30 par exemple, histoire de comprendre ce que ça fait, et ben en fait, alors bien sûr, j'ai pas compilé, donc ça ne marche pas. Voilà. Et ben en fait, ça tire un entier aléatoire, en compris entre 20 et 30. Les deux sont inclus. Alors comment on sait ça? Il suffit de faire help randint pour savoir un peu ce qui se passe. Et donc c'est écrit ici en anglais, on vous dit que ça retourne un entier aléatoire dans AB. Et vous voyez que les deux bandes sont fermées, incluant les deux points, les deux extrémités. Donc c'est bien ce qu'on avait dit ici. Alors que fait cette fonction? Si on regarde ici, ça crée une liste vide. Ça génère un nombre aléatoire compris entre 2500 et 5000. On ça multiplie par 2 et ça rajoute plus 1. Donc ça crée un nombre aléatoire qui va être impair et qui va être compris entre 5000, 1 et 10001. Et ensuite, aussi on va parcourir, donc on va disons faire n aléa fois quelque chose, et on rajoute un nombre compris entre moins 10 millions et 10 millions dans la liste. Donc si on veut essayer de regarder ce qui se passe avec cette liste, on constate que cette fonction ne prend aucun argument. Et si on fait ça, en fait, ça affiche une espèce de liste extrêmement longue qu'on voit ici. Je vais peut-être remettre la console un tout petit peu plus grande pour qu'on voit bien les choses. Et donc ici, on constate qu'il y a une liste avec des entiers, positifs ou négatifs, plus ou moins grands, aléatoires bien entendu, encore, et assez longue, ce qui est normal vu qu'elle fait après, a priori plus de 5000 termes. Donc ça c'est juste tester la fonction, c'est l'exercice numéro 1 du TD. On va regarder un peu ce que le TD raconte ensuite. Donc dans l'exercice 2, alors l'exercice 2, on vous demande quelques manipulations. Donc on utilise la console pour trouver la taille de la liste, la valeur du premier terme, la valeur du second terme, la valeur d'élément milieu. Et ensuite, on vous demande un certain nombre de choses. Donc, on va regarder pour l'instant, on va faire la question 2.1. Donc, la taille de la liste, la valeur du premier terme, la valeur du second terme. Alors, ça, c'est pas très compliqué. Alors, pour la taille de la liste, suffit. Alors, en fait, il faut taper dans le code, il faut l'affecter. Donc, le programme, vous dit de faire L égale genèse liste aléatoire. Donc, si vous faites ça, en fait, ce qui se passe, c'est que la fonction va être appelée, va créer une liste et va stocker cette liste dans grand L. Grand L est donc ici. Alors, on a des choses, hein, ici, on vous dit en particulier qu'il y a 5861 éléments, ce qu'on va retrouver ici en tapant tout simplement len de L. Et ça vous donne donc 5861 qui est la taille de la liste, savoir son nombre d'éléments. Le premier élément, c'est L de 0. Le deuxième élément, c'est tout simplement L de 1. Alors, c'est pas demandé dans l'énoncé, mais on peut aussi faire le dernier élément. Alors en fait, le dernier élément, si je fais L de len de L, ça lève une exception, puisqu'en fait, les éléments sont numérotés de 0 à len de L moins 1. Donc le dernier élément, en fait, c'est L de len de L moins 1. Voilà.
Et ça vous donne le dernier élément de la liste. Et on vous demande l'élément milieu. Alors en fait, comme prévu, hein, la taille de la liste, c'est un nombre impair. Et donc en fait, l'élément milieu sera tout simplement en fait la taille de la liste divisé par 2, mais faites attention, on ne fait pas une division par 2 avec un entier. Hein. Si on fait ça assez bêtement, on va regarder un peu comment ça se passe. Si je fais ça en divisant par 2 un peu naïvement, en fait, ça va lever une exception, tout simplement parce que comme len de n divisé par 2, bah, c'est un nombre qui est à virgule. Et bien en fait, ça lève une exception et ça vous raconte que les indices doivent être des entiers ou des tranches, mais pas des flottants. Et donc là, on a un petit souci. Et donc, effectivement, alors l'idée est relativement simple, c'est savoir quel est l'élément milieu. Alors en fait, si on prend une liste de 5 éléments, je vais la mettre ici en commentaire pour voir un peu. Si je prends une liste de 5 éléments, je ne sais pas, que je vais numéroter 0, 1, 2, 3, 4, et donc c'est tout. Là, il y a 5 éléments. En fait, l'élément milieu, on voit que c'est l'élément numéro 2. Et que 2, en fait, c'est égal à 5 divisé par 2. C'est le quotient de la division euclidienne de 5 par 2. Et donc l'élément milieu, ça sera tout simplement en fait L de, j'y arrivé, len de L, et divisé par 2 comme ça c'est le quotient de la division euclidienne. Et là, on sort bien quelque chose et on trouve la valeur de l'élément milieu hein, qui est aléatoire. Alors si vous faites ce TD chez vous en même temps, vous n'allez pas du tout trouver les mêmes valeurs, puisque la liste est aléatoire, elle n'aura même pas la même taille, et elle n'aura probablement pas les mêmes éléments aux mêmes endroits. Ça c'est juste important à savoir. Alors, c'est ce qu'on demandait dans la partie numéro 2. Alors ensuite, on vous demande de modifier la fonction généraliste aléatoire pour que l'on ait entre 500 et 1000 entiers, ou pour que les nombres soient compris entre 0 et 40 000. Alors ça, c'est vraiment une question de compréhension de la fonction. Donc pour qu'on ait entre 500 et 1000 entiers, en fait, il faut regarder ici. Ça, en fait, le nombre, la taille de la liste, en fait, c'est là-dedans. Et donc si on veut qu'on ait entre 500 et 1000 entiers, sans se poser la question de la parité, il suffit tout simplement de faire 500 et 1000 ici, et puis enlever le x2 plus 1. Là, on aura forcément entre 500 et 1000 entiers. Hein. L'énoncé ne dit pas que ça doit être impair. Et ensuite, l'énoncé vous demande de voir si quoi si que les nombres soient compris entre 0 et 40 000. Voilà, donc ici, bah, c'est tout simplement en fait qu'on va tirer les nombres entre 0 et tout simplement 40 000 ici. Voilà, donc si j'ai mis 40 000 ici. Voilà. Si on essaie de refaire tourner le programme comme ça, et bien en fait, on se rend compte que par exemple, la taille de la liste, eh bien ça va être 588, ce qui est bien entre 500 et 1000. Et si on essaie d'afficher L par exemple, eh ben on a cette fois que des entiers qui sont positifs, donc bien supérieurs à 0, et inférieurs à 40 000, où il y a des 34 000, des 33 000, il y a un peu de tout, voilà, mais globalement, ça a l'air d'être relativement correct. Je vais revenir à la version initiale de la liste, simplement en annulant les modifications, hein, voilà. Et je vais continuer donc le TD comme il se doit. Alors, on vous demande ensuite d'ajouter à L, en utilisant la console, deux nombres aléatoires compris entre 0 et 3000, et on regarde les choses. Donc en fait, l'idée est relativement simple. Je vais repartir ici, je vais refaire la liste. Donc ici, je me retrouve bien avec une liste grande comme ça. Et en fait, je vais ajouter des nombres aléatoirement compris entre 0 et 300. Donc c'est ça qu'on vous demande dans le TD. Donc entre 0 et 300, c'est pas très compliqué. Pour avoir un nombre aléatoire comprend 0 et 300, il suffit que je fasse tout simplement rendint 0, 300. Si je fais ça, ça va me générer un nombre aléatoire. Et donc en fait, si je veux ajouter ce nombre à la liste, et ben, c'est pas très compliqué. Il faut que j'utilise la méthode append, qui veut dire rajoute à la liste à la fin un entier quelconque entre 0 et 300. Là, je l'ai fait une fois. Là, je le fais deux fois. Et donc, en fait, si je calcule la taille de ma liste maintenant, eh bien, je me rends compte qu'effectivement, on a 1387 éléments, alors qu'on en avait 8385 avant. Petite remarque, si je cherche le dernier élément de la liste, hein, c'est-à-dire len de L-1, je devrais trouver un entier entre 0 et 300. C'est le cas, c'est 258. Et si je prends celui d'avant, len de L-2, j'ai bien 208, qui est bien un entier entre 0 et 300. Encore une fois, si vous êtes chez vous, vous n'aurez pas les mêmes nombres. Tout ceci est aléatoire. Mais vous devez quand même vérifier que ça marche bien avec 0 et 300. On continue donc ce TD.
Dans l'exercice 3, on vous demande de faire un certain nombre de calculs statistiques sur la liste. Alors, c'est ici, voilà. Donc, on vous fournit une fonction qui est la fonction maximum. Et donc, je vais la copier-coller déjà en console, et enfin en éditeur, et on vous demande de répondre à un certain nombre de questions. Donc, on est parti. Je vais chercher la fonction ici. Hop, je la colle en console quelque part. Je vais donc faire ça ici. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est que pour avoir toujours les mêmes choses, je vais compiler cette fonction une fois. D'accord. Donc là, j'ai une valeur de L, et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais commenter cette ligne, ici. Voilà. Comme ça, en fait, maintenant, ma liste L est fixée. Elle ne bouge plus. Ce qui fait que je pourrais un peu regarder les résultats sans avoir à recompiler à chaque coup et avoir une liste différente. Donc ici, j'ai donc une liste qui vaut 6300, qui a 6383 éléments. Alors on y va, on va essayer de regarder cette fonction et de répondre aux questions au fur et à mesure, puisque je pense que les premières questions c'est pourquoi cette fonction retourne le maximum. Alors en fait c'est pas extrêmement compliqué, ce qu'on constate c'est la chose suivante. On fixe à l'intérieur de la fonction maximum une variable qui s'appelle max, qui vaut L de 0, d'accord, et une valeur qui s'appelle Imax qui vaut 0 au départ. Et ensuite, on va parcourir for i in range len L. Alors ça, ce que ça fait, c'est que alors range len L, ça vous donne une espèce de liste contenant tous les entiers entre 0 et len de L moins 1. Donc en gros, ça vous donne accès, hein, cette syntaxe, on va l'utiliser extrêmement souvent pendant l'année. Range len de L, ça vous donne accès en fait à l'intégralité des indices de la liste. Et si on met ça dans une boucle for, et bien en fait la valeur i va successivement prendre les valeurs de ce truc-là. Donc en fait, ici on aura il va prendre en fait 0, puis 1, puis 2, puis 2, etc. jusqu'à len de L moins 1. Voilà, c'est ça qui va se passer. Et donc, ce qu'on fait ensuite, c'est que on lit la valeur L de I et on la compare avec la valeur de max. Si jamais on tombe sur un élément qui est plus grand que la valeur stockée de max, donc au départ ça vaut le premier élément, et bien en fait on remplace cette valeur par L de I, et Imax est remplacé par I. Alors on va essayer de comprendre comment ça marche sur une liste peut-être un peu plus simple. Je vais essayer de faire des commentaires, de faire tourner la liste sur ça. Alors en fait je vais simplement faire une liste que je vais appeler auxiliaire, et je vais la prendre un peu bêtement, je sais pas, 10, 27, 4, 24, 12, 32, 1, 3. Voilà, d'accord. Donc c'est une liste assez petite, on voit que le maximum c'est 32 dans cette histoire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la fonction maximum à cette liste L auxiliaire en mettant des prints pour voir un peu ce qui se passe. Donc en fait, ici, je vais mettre un print. Je vais tout le faire à la fin. Voilà, je vais regarder ça. Alors en fait, ici, je vais faire quelque chose. Je vais mettre print là. On a trouvé un nouveau maximum. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Et ça, je vais dire que c'est... je vais faire ça, voilà. Donc voilà. Donc en gros, et à la fin de la boucle, je vais dire, je vais taper un print dans la boucle, je vais taper ça, print, le maximum actuel est donc effectivement, et celui-là je vais l'appeler, ça va être max. Voilà. Donc je compile cette fonction et vous allez voir, je vais appliquer la fonction maximum à L auxiliaire. Voilà. Alors bien sûr, ne le faites pas sur L parce que ça va vous donner un texte encore assez mini, c'est un peu long. Donc voilà. Alors, première étape, on vous dit que le maximum actuel c'est 3, ce qui est normal parce que c'est le premier, d'accord. Et ensuite on vous dit, à la boucle après, on a trouvé un nouveau maximum, et le maximum actuel c'est 27, tout simplement parce qu'en fait, quand on est arrivé à l'élément 1, quand i vaut 1 ici, d'accord. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être écrire ça aussi, histoire qu'on comprenne vraiment bien ce qui se passe. I égale 1. Voilà. Donc je vais la refaire, histoire qu'on comprenne un peu les choses. I égale 1, je suis débile. On va faire ça comme ça, voilà. I égale I, sinon c'est toujours... Voilà. Donc en gros, la première étape, I vaut 0, le maximum actuel est de 3. D'accord. Et vous voyez qu'on n'a pas trouvé de nouveau maximum ici. Quand I vaut 1, en fait, on a trouvé un nouveau maximum. Donc on est rentré dans le if ici. D'accord. Il est plus grand que max. Et on a donc remplacé max
par la valeur 27. On a remplacé aussi Imax par I, ça je l'ai pas mis. Ensuite, on recontinue à I égale 3. En fait, on ne fait rien parce que 4 c'est plus petit que 27, 24 c'est plus petit que 27, 32 c'est justement pas 32, j'y arrivé. 12 c'est plus petit que 27, et en fait, à un moment donné, on va tomber sur 32 pour I égale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc quand I va valoir 5 ici, clac, on va lire cette valeur-là, qui est L de 5, c'est plus grand que 27, on vous dit qu'on a trouvé au maximum, et le maximum actuel c'est 32. Ensuite ça continue comme ça, et donc à la fin, on trouve que le maximum final c'est 32, et il est à la position numéro 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette fonction-là retourne bien la valeur maximum, en fait c'est pas très compliqué, on a une collection de nombres, et à chaque fois qu'on en trouve un plus grand, on retient cette valeur. Si, tant que cette valeur n'est pas dépassée, on la garde, et ça en fait ça correspond exactement à la valeur maximum, hein. C'est-à-dire qu'en gros le maximum c'est la plus grande valeur de toutes les sous-listes qu'il y a en dessous. Et donc ça permet de répondre à la question du TD. Et ensuite on vous demande en fait de... Alors on va essayer d'appliquer cette fonction en console. Alors ce que je vais faire pour éviter les choses, je vais enlever tous les prints, hein. Ça c'était vraiment pour qu'on comprenne. En général dans une fonction on met pas de print parce que sinon... En fait si, tiens, je vais vous montrer ce qui se passe si on laisse les prints. Voilà, là je vais faire un maximum de L. Et vous n'avez pas envie en fait parce que ça va prendre énormément de temps, tout simplement parce que le programme va dérouler toutes les étapes, sachant qu'on en a 6383, ça va finir par venir, on voit la valeur de i qui augmente, ça prend beaucoup de temps, tout simplement parce que l'affichage prend du temps. Donc là on trouve que le maximum c'est 999 821 et c'est ce maximum depuis fort longtemps en fait, hein. On a l'impression que c'est quasiment depuis le début. Voilà, peut-être pas de chance là, voilà. Depuis, je sais pas, j'arrive pas à remonter, en fait, il n'y a plus assez de lignes. Donc vous voyez que mettre des prints dans une fonction, c'est une très mauvaise idée en général. Donc c'est pour ça que je vais les enlever maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne. Voilà. Et je vais relancer cette fonction de la même façon et j'ai trouvé la même chose. Voilà. Donc on trouve que le maximum c'est 999 821 à la position 66. Et on vous demande en fait de coder une fonction minimum qui est la même chose. Alors en fait le minimum c'est pareil, on prend une valeur et on regarde en fait si la valeur courante est plus petite. Donc en fait si on veut calculer la valeur, la fonction minimum, ben en fait je vais tout simplement faire un copier-coller de ça. Voilà. Ou plutôt, allez, soyons pas flemmards. Je vais initialiser min à la valeur initiale. Je vais l'appeler imin. Voilà. Je vais parcourir tous les éléments de la liste, en tout cas tous les indices. Voilà. Hop. Et cette fois, en fait, ce que je vais faire, c'est que si L de I est plus petit que min, et bien en fait, imin va être égal à I, min va être égal à L de I, ça ne change pas, et je vais retourner, bien sûr, min et imin. Et si je teste cette fonction sur ma liste L, minimum de L, je vais tomber sur un nombre assez petit, effectivement, proche de moins 10 millions, c'est relativement normal, à la position 1314. Voilà, donc ça c'est le minimum de la liste L. Donc ça c'était ce qu'on vous demandait en deuxième question du TD. Je vais regarder la suite. Alors, on vous demande l'expression qu'il faut taper en console pour n'obtenir que le maximum sans sa position. Alors ça c'est relativement simple, et ce qu'il faut comprendre c'est que cette fonction-là, la fonction maximum, elle renvoie en fait cet objet-là, et cet objet c'est un tuple. Et donc on voit ici ce que ça affiche, ce qu'on veut c'est juste la valeur du maximum, donc en fait ce qu'on va taper c'est très très simple, on va taper maximum de L, et en fait ce qu'on veut c'est le premier élément de ça, donc en fait on peut le concaténer comme ça. Si bien entendu on avait envie d'avoir que la position, il suffirait de taper maximum L de 1. D'accord. Donc on voit que les expressions s'imbriquent en fait les unes dans les autres. Si on veut lire les éléments, ça marche très bien. Donc ce truc-là en fait est équivalent à un tuple. Et là on lit le premier élément du tuple, donc l'élément numéro 0. Et le deuxième, c'est-à-dire l'élément numéro 1. On regarde ensuite ce qui se passe. Alors j'enlève ça. L'idée c'est qu'on vous demande ensuite si on a plusieurs fois le même maximum dans une liste, qui est la position retournée. Est-ce que c'est la plus petite ou est-ce que c'est la plus grande? Alors ça c'est assez intéressant parce que imaginons donc qu'on a plusieurs valeurs qui correspondent au maximum. Ici en fait, lorsqu'on on va tester ça, on voit que la remise à jour du maximum ne se fait que si on dépasse strictement le maximum. Donc en fait, dès qu'on va tomber sur la première valeur du maximum, en fait, on ne va plus être remis à jour. Alors on peut tester ça sur un exemple très très simple. Donc je vais faire comme tout à l'heure. J'ai tapé une liste que je contrôle bien. Voilà, 2, 5, 1, 5, 4. Voilà. Et je vais tester maximum sur L auxiliaire.
Donc on trouve bien que le maximum c'est 5, c'était visible, mais on trouve qu'il est à la position 1. Et donc ce maximum-là enfin il a été vu, mais en fait comme il n'est pas strictement plus grand que 5, ça n'est pas pris en compte. Si on voulait avoir en fait la dernière position, il faudrait modifier en fait, il faudrait que quand on tombe sur une égalité, on remette à jour la position, et donc il suffit tout simplement ici de mettre une égalité non stricte. Si je fais ça et que je réapplique ma fonction là, et bien en fait, vous voyez que je trouve bien que le maximum vaut 5, mais que par contre, il est repéré à la position numéro 3, 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire ici. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors faites attention, si on fait ça sur les listes aléatoires avec beaucoup de nombres, il y a très peu de chances qu'on ait deux valeurs similaires et surtout deux valeurs similaires qui correspondent au maximum. Donc il vaut mieux travailler sur une liste auxiliaire. Donc si j'en reviens à la version originale, c'est celle-là. Voilà. Et on continue donc le TD. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande après? Quick. Non, quick. On vous demande d'écrire une fonction maximum avec un S qui retourne la valeur du maximum et les positions où on rencontre ce maximum en ne parcourant la liste qu'une fois. Voilà. Alors, ça c'est c'est un problème assez intéressant et assez basique. On va essayer de comprendre un peu les choses. J'ai un petit problème d'affichage, excusez-moi. Voilà, ça a marché. C'est bon. Donc, alors je vais faire ça. Alors l'idée est la chose suivante. Ici, en fait, déjà, il faut bien comprendre ce qu'on va retourner, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas retourner un tuple avec la valeur du maximum et un nombre, mais un tuple avec la valeur du maximum et une liste. Donc en fait, je vais partir avec max, ça ne va pas bouger, je vais l'appeler L0. Et en fait, je vais l'appeler Lpos comme liste des positions. Et ça, je veux dire que c'est une liste vide. Au départ, en fait, je vais tout simplement la remplir avec 0 en disant que le maximum pour l'instant étant 0, on ne sait pas trop. Je vais parcourir toute ma liste. Voilà, tout bêtement. Et on est parti en fait. Alors là, c'est relativement simple. Si jamais on tombe sur un maximum strict, c'est-à-dire si on a dépassé le maximum qui est déjà stocké, et bien en fait, ça signifie que les maximums qu'on a croisés avant n'étaient pas des maximums. Donc en fait, elle pose. Je vais la transformer et la réduire à la liste actuelle, hein, puisqu'en fait, on vient de retrouver un nouveau maximum. En tout cas, c'est le maximum courant, c'est pas le maximum définitif. Mais en tout cas, on va stocker sa position et bien entendu, on stocke le fait que max c'est L de I. Ensuite, si L de I est strictement égal à max, ça signifie en fait qu'on est tombé sur une deuxième position du maximum. Alors en fait, c'est pas forcément le maximum, mais ça c'est pas grave parce que si on retombe sur un maximum, sur un nombre plus grand après, la liste sera revidée. C'est ce qui se passe dans le premier cas. Par contre, si jamais c'est le maximum courant, bah, il faut stocker sa position. Si on tombe très tôt sur le vrai maximum de la liste, et bien en fait on stockera ses positions, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ces lignes-là, les lignes 35 à 37, vous garantissent en gros que dès que vous tomberez sur le vrai maximum de la liste, on va vider de tout ce qu'il y avait avant. Et à chaque fois qu'on retombera dessus, il va falloir rajouter quelque chose. Alors là, c'est pas très compliqué, il suffit tout simplement de rajouter à LPOS et bien, la valeur courante du maximum, c'est-à-dire I, ici. Et puis sinon, bah, on ne fait littéralement rien, ça sert pas à grand chose de modifier les choses. Et à la fin, qu'est-ce qu'on retourne? Et ben, on va retourner bien sûr la valeur de max et la liste des positions. Alors, bien entendu, je vais appliquer ça à ma liste, à ma liste pardon, LHOX. Et là, en fait, il me trouve bien que 5 est le maximum et que 5 est dans les positions 1 et 3. Si jamais je l'applique à ma fonction grand L, a priori, je vais trouver qu'une seule position, puisqu'il est, encore une fois, on tire 5000 termes entre moins 1 million et plus 1 million. Enfin, non, on tire même que 2500. Donc, il est peu probable qu'il y en ait deux identiques, et surtout, il est encore moins probable qu'on ait deux maximums identiques, enfin voilà, que le maximum se retrouve deux fois dans la liste. On continue donc ce TD, ça c'était la fin de la question MPSI étoile. Donc après on fournit également la fonction suivante qui est la fonction moyenne, donc je vais la copier-coller dans l'éditeur pour voir un peu les choses que ça donne. On est parti et je regarde les questions quand même avant de repasser sous PISO. Alors, et on vous demande de justifier que la fonction moyenne retourne la valeur moyenne, et ensuite on va coder la fonction variance avec ce truc-là.
Alors, on est parti. Voilà, donc je vais faire un copier-coller de cette fonction, ici. Alors, la moyenne. Donc au départ, on initialise un nombre moyenne à 0. Et ensuite, tout simplement, pour tous les éléments de la liste, on va rajouter l'élément de la liste. Donc ça, c'est la façon d'incrémenter, de générer une somme, en fait, finalement, de tous les termes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous prenez la valeur moyenne et vous rajoutez l'élément courant de la liste. Donc en fait, vous allez simplement faire la somme de tous les éléments. Et après, bah, je divise moyenne par len de L. C'est une vraie division ici, c'est pas une division euclidienne. Hein. C'est pas parce qu'on a une liste d'entiers que la moyenne est un entier. Voilà. Alors, si j'applique cette fonction moyenne, il faut d'abord que je compile, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Et si j'applique cette fonction moyenne à ma liste L, eh ben, je trouve un nombre plutôt petit, hein, c'est normal, mais voilà, après on ne sait pas trop, hein, mais en fait plutôt proche de 0. Donc cette histoire. Je peux vérifier que ça marche avec Laux, puisque je peux quasiment faire ça de tête. Hein. Ici ça fait 10, 15, ça fait 17. Et 17 divisé par 5, ça fait bien 3,4. Donc il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien avec une petite liste. On vous demande ensuite de coder la fonction variance, si je ne me trompe pas. Je regarde. Et qui est en fait tout simplement la somme. Donc vous prenez la somme des termes au carré, vous la divisez par la taille de la liste et vous enlevez la moyenne au carré. Alors, la version naïve pour faire ça, c'est la façon suivante. Je vais utiliser la formule hein, un peu brutalement. Def variance. Alors, ok, donc je fais un truc que je vais appeler somme carrée par exemple, somme C. Je vais d'abord la mettre égale à 0. Et ensuite, je vais parcourir tous mes éléments de liste. Et bah, ma somme des carrés, je vais tout simplement, en fait, je vais l'incrémenter bah, de L de I, mais au carré. Je vais faire la somme donc, des éléments au carré. Et ensuite, à la fin, je vais tout simplement prendre cette somme C, je vais la diviser par la longueur de la liste, et je vais enlever la moyenne de la liste au carré. Donc ça, c'est vraiment littéralement la formule qui est donnée dans le TD, hein, je vous la remets. C'est la somme de tous les termes au carré divisé par la taille de la liste moins la moyenne au carré. Donc, si on teste ça, on devrait trouver. Alors, la formule n'est pas claire, hein, ça c'est la formule de Huygens, mais on devrait trouver un résultat positif quoi qu'il arrive. Alors, j'ai fait une erreur quelque part, mais ah oui, j'ai oublié un in ici, tout à fait. Voilà, hop. Et donc, je vais essayer variance de L. Je trouve un truc assez grand, très très gros. Hein. Bon, voilà, c'est la variance, c'est comme ça. Si on veut l'écarter, il faut prendre la racine carrée de ça. Mais la variance, c'est ce truc-là. Et on vous demande, alors je vais continuer le télé parce que là il y a un truc assez intéressant à comprendre, c'est une question assez importante. Si je continue le TD, je me rends compte que dans la question 3.8, on vous demande de réécrire la fonction variance de telle sorte de ne parcourir qu'une fois la liste. Alors ça c'est un peu bizarre comme question quand on ne comprend pas trop ce qu'on fait. Surtout au début parce que finalement, si je regarde ma fonction variance, ici on a l'impression qu'on parcourt qu'une seule fois la liste. Ici j'ai qu'une seule boucle for, il n'y en a pas deux dans cette histoire. Donc l'énoncé est un peu bizarre, on se dit mais de quoi nous parle. Et en fait il s'avère que là, on utilise la fonction moyenne qui est ici. Et donc quand on utilise la fonction moyenne, on utilise une autre boucle for. Et donc en fait, lorsqu'on fait cette fonction-là, cette variance naïve, eh bien en fait on parcourt deux fois la liste. Une fois pour générer la somme des carrés, et une fois pour générer en fait la fonction moyenne. Et c'est un peu dommage parce que en fait il est possible de ne parcourir qu'une seule fois la liste. Alors en fait il faut bien comprendre que quand on parcourt la liste, on fait tous ces termes un par un, ce qui fait que si vous avez une liste par exemple de 10 000 termes, si vous la parcourez deux fois, vous faites 20 000 étapes alors qu'on pourra en faire que 10 000. Ça peut être un gain de temps non négligeable, hein, un facteur 2, c'est pas rien. Alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais coder une autre fonction, je vais l'appeler variance 2 et on va essayer de comprendre comment ça marche. Alors en fait, c'est pas très compliqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les deux. Et tout simplement, donc en fait, je vais reprendre mon somme C ici, et je vais aussi reprendre mon truc que j'appelle moyenne là. Donc vous voyez, je fusionne un peu les deux. Je fais qu'une seule boucle. Ça, c'est la contrainte de l'énoncé. Et ensuite, eh ben, je vais calculer au fur et à mesure ma moyenne. Voilà. Et je vais aussi calculer ma somme des carrés. Voilà. Et à la fin, bah, c'est pas très compliqué en fait. Il faut que je fasse, que je retourne. Alors, faut beaucoup se méfier des termes ici. Hein, c'est pas la moyenne là, donc je devrais pas l'appeler moyenne. Je vais l'appeler,
je vais l'appeler somme tout court, là, ici, pour être sûr, voilà. Là, je vais l'appeler somme ici, voilà. Euh, et donc j'ai la somme normale, la somme au carré, voilà. Et donc je retourne la somme des carrés divisé par la taille de la liste, moins la moyenne, qui est tout simplement la somme divisée par la moyenne de la taille de la liste, le tout au carré. Voilà. Et donc théoriquement par contre, si je tape variance 2 de L, je devrais trouver bien entendu le même résultat que la variance de tout à l'heure, ce qui est quand même heureux. C'est quand même pas mal qu'on ait un peu les mêmes choses, et c'est cool, on a la même chose, donc c'est bien. Donc vous voyez qu'ici, on arrive à parcourir qu'une seule fois la liste. Il n'y a qu'une seule boucle fort et qu'il n'y a rien de caché là-dedans, c'est juste de la lecture d'éléments. Ceci termine, je crois, non pas le TD, mais en tout cas la partie numéro 3. Je vérifie en faisant ça. Voilà. Et ah non, on vous demande d'importer la fonction SQRT du module math et de calculer l'écart type qui est la racine de la variance. Alors ça, c'est pas très compliqué en fait. Hein, l'idée, alors les imports, on les fait en général. Bah, c'est pas très compliqué. On vous dit que le module s'appelle math, donc on va faire from math import SQRT. SQRT, c'est l'abréviation de square root pour racine carrée en anglais. Donc voilà. Donc là, on a la fonction RSQRT qui est apparue ici. Excusez-moi, vous voyez rien. Voilà. Donc je la refais. Donc ce que j'ai tapé ici, je vais le retaper pour que ce soit clair. Donc à partir du module math, on importe SQRT. Voilà. On compile et ce qu'on constate, c'est que ici, là, la fonction SQRT est apparue dans la liste des choses utilisées dans l'environnement. Donc c'est important de voir un peu toutes les fonctions qu'on a là. Et après, c'est pas très compliqué. En fait, si on veut calculer l'écart type, il suffit simplement de faire la racine de la variance. Alors, je prends la variance la plus efficace, variance de L. Et puis, c'est terminé. Voilà l'écart type qui vaut 579 000. Pourquoi pas. Après tout, dans cette histoire. Donc là, ça termine définitivement la partie numéro 3. On va passer à la partie 4 de ce TD. Alors, qui est utilisation de dictionnaire. Donc, cette partie a entre guillemets rien à voir avec avant. Donc, un dictionnaire, c'est un ensemble de couples. Voilà, donc en gros, un dictionnaire, ça s'initialise comme ça, avec une accolade. Et ensuite, quand on va mettre des clés, on va pouvoir faire ça. Donc ici, pardon, je dis des bêtises. Ici, c'est la clé, et ici, c'est la valeur. Donc, ce qu'on appelle la clé dans un dictionnaire plutôt usuel, c'est ce qui s'appelle le mot, en fait, dans un dictionnaire normal. Et la valeur, ça correspondra à la définition. Donc en fait, l'idée c'est que on va avoir les trucs, donc on va faire un copier-coller de ça et comprendre les choses. Alors ce que je vais faire, c'est comme le TD ne change, enfin n'est plus valide, je vais en fait commenter tout ça, d'accord, pour supprimer tout ce qu'il y avait avant. Alors pour faire un commentaire, vous voyez, je mets 3 guillemets ici comme ça, j'en mets 3 ici comme ça en bas, et il s'avère que toutes les lignes là qui sont en bleu ne seront pas codées par le TD. Je vais détruire je ne voyais toujours rien, voilà, donc je la refais. Donc j'ai mis 3 guillemets ici, au début, 3 guillemets à la fin, et tout ce qui est entre ces paires de 3 guillemets finalement, apparaît en bleu, mais ça c'est pas très important, et ne sera pas exécuté lors de la prochaine exécution du programme. C'est assez pratique quand on veut couper un peu un programme en deux. J'ai appuyé sur le bouton rouge ici pour tuer le kernel, et donc en fait, si on se rend dans l'environnement, il n'y a plus rien. Et que si je fais CTRL E ici, en fait, il n'y a rien. On voit bien que tout la genèse, maximum, minimum ne sont plus définis ici. Donc là, j'ai quelque chose de relativement propre. Donc encore une fois, vous appuyez sur le bouton rouge ici, ça ferme le shell. Et là, on est reparti avec quelque chose de tout neuf. Donc c'est la partie 4, on y va, et donc il faut copier-coller les lignes qu'il y a dans le dictionnaire. Là, je vais les prendre, hein, je vais tout simplement faire un copier-coller ici, voilà. Et donc vous voyez que quand je fais ça, en fait, j'ai dico1 qui apparaît ici, qui me dit que c'est un dictionnaire, 3 éléments. Et on vous demande dans le TD alors, pardon, en fait, j'ai mal lu le TD parce que je vais avoir besoin des choses avant. Donc je vais essayer de les faire un peu, voilà. Et on vous demande d'ajouter une entrée zouzou de valeur 7. Voilà, pas très original, mais donc voilà. Alors ça, c'est pas très compliqué en fait. Il suffit tout simplement de faire dico, hop, zouzou, égale 7. Et donc voilà, vous avez. Alors même dico, il s'appelle pas dico, il s'appelle dico 1. Donc ça, voilà. Hop là. Et donc en fait, ce qu'on constate, c'est que mon dictionnaire ici est passé à 4 éléments. Alors je peux l'afficher en console, c'est pas très compliqué. J'ai truc, machin, bidule, zouzou, voilà, qui sont donc 4 éléments de ça.
Alors, on va avoir besoin des fonctions précédentes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décommenter les fonctions dont je vais avoir besoin. Donc, et il me faut le maximum, il me faut le minimum, les maximums, la moyenne, la variance 2. Voilà, donc j'ai à peu près tout ici. Et parce qu'on vous demande en fait dans la suite du TD de créer une fonction stat qui retourne le minimum, le maximum, la moyenne, la variance et l'écart type en utilisant un dictionnaire. Donc l'idée c'est qu'on a plein d'informations à sortir, on peut sortir bien sûr un tuple, mais c'est un peu pénible parce qu'il faut se souvenir de l'ordre dans lequel les choses sont faites. Et là en fait on va faire un truc un peu intelligent. Alors l'idée hein, c'est que je vais faire juste la partie standard, donc en fait je vais définir une fonction stat. Alors je vais essayer de donner un peu de ligne, histoire que quand même je tape au milieu. Voilà. Donc j'ai défini une fonction stat qui va s'appliquer à une liste L. Et en fait, je vais tout simplement en fait, créer un dictionnaire là-dedans. Donc voilà, je vais dire que c'est un dictionnaire vide ici. Et je vais dire tout simplement que dico, eh bien, min, c'est tout simplement le minimum de L. Que dico de max, c'est égal au maximum de L. Que dico, alors je sais plus ce dont j'ai besoin, moyenne c'est ça. C'est, oui c'est ça. Là, c'est, alors je me souviens plus ce qu'on est censé faire, vous ne voyez encore rien. Ah là là, j'ai fait plein de bêtises. Ok, bah justement, je reviens là-dessus. Donc, min, max, moi, var, sigma. Voilà, clac. Donc en gros, je continue. Donc, dico moi, c'est ça. C'est ensuite la moyenne de L. Je dis que dico var, c'est tout simplement la variance. Alors je vais prendre variance 2 hein, de L. Et que dico de je ne sais plus quoi, sigma, ça vaut l'écart type, c'est-à-dire SQRT de variance. En fait, je vais pas le recalculer, je vais dire de dico var, puisque c'est stocké dans le dico. Voilà. Il va falloir que j'importe ça, donc en gros, il faut que je décommande cette partie-là et que je recommande ça. En fait, je vais avoir besoin de la liste, donc non, non, je vais avoir besoin de tout. Hop, hop, voilà. Donc, rendint, ah bah oui, il me faut tout, non, il me faut tout en fait. Voilà, je sais pas. Voilà. Hop là. Donc on est parti. Donc là j'ai tout défini, je vois que ma fonction stat est définie, et en fait je vais essayer tout simplement de faire stat de L. Et ah oui, alors il ne se passe rien, enfin s'il se passe quelque chose, mais par contre ça ne retourne rien parce que j'ai oublié dans ma fonction stat de retourner ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le dictionnaire. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir faire stat de L, et effectivement je me retourne avec un minimum qui me retourne la valeur et sa position. La valeur. Alors en fait, sa position ne m'intéresse pas, donc je vais faire comme on a vu tout à l'heure, je vais dire tout simplement 0 ici, 0 là, voilà. Et donc je vais modifier cette fonction-là, et là donc j'ai bien juste la valeur du minimum, la valeur du maximum, la valeur de la moyenne, la valeur de la variance, et la valeur de l'écart type qui est la racine de ce truc-là. Donc le TD ensuite est quasiment terminé, on vous demande de recréer la fonction stat pour qu'elle ne parcourt qu'une fois la liste. Et ensuite, sans utiliser les fonctions codées précédemment, et ensuite il y a le maximum et sa position, le deuxième maximum, un truc un peu compliqué. Donc pour l'instant, je vais faire juste la question 4.3. Donc l'idée, en fait, bien entendu, on ne peut pas utiliser les fonctions, puisque chacune des fonctions parcourt la liste une fois. Donc là, en fait, dans stat ici, je parcours une, deux, trois, quatre fois la liste. D'accord. Heureusement pas 5 parce que j'utilise déjà la valeur que j'ai calculée pour calculer sigma, mais naïvement on aurait pu la parcourir une cinquième fois. Alors, je vais tout simplement faire stade 2 de L, et puis bah, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. En fait, je vais juste avoir besoin de minimum, de maximum, de tout ça. Donc, on va recomprendre les structures. C'est assez important de faire cet exercice pour bien piger ce qu'on fait. Donc, on est parti. Hein. Je vais tout simplement mettre initier ma valeur de min, initier ma valeur de max. Je n'ai pas besoin de la position, donc ça tombe bien. Initier ma valeur de somme, initier ma valeur de la somme des carrés et parcourir ma liste comme ça. Alors là j'ai plein de choses à faire. Déjà première chose à faire, je dois incrémenter la somme et la somme des carrés. Voilà, donc jusque là tout va bien. Ensuite c'est pas très compliqué. Si L de I est strictement plus grand que max, et ben on a trouvé un nouveau maximum. Donc max devient L de I. Si L de I est strictement inférieur à min,
Alors min est égal à L de I. On aurait pu mettre un elif hein, parce que c'est un minimum et maximum en même temps, c'est compliqué, mais c'est pas grave, c'est des cas qui sont disjoints. Et c'est tout. Et donc à la fin, il faut... Alors je vais reprendre ça en fait. Je vais tout simplement faire un copier-coller de cette histoire-là. Voilà. Et donc il faut que Dico soit défini quelque part. Donc Dico, c'est un dictionnaire vide. Voilà. Et on est parti. Alors, min, bah, ça va être tout simplement la valeur du minimum qu'on a trouvé à la fin. Max, ça va être la valeur du maximum qu'on a trouvé à la fin. La moyenne, ça va être tout simplement la somme divisée par ln de L. La variance, ça va être tout simplement la somme au carré, la somme des carrés divisée par la taille de la liste moins la moyenne qu'on vient de calculer. Donc ça, en fait, je vais la récupérer. Elle est stockée dans l'ICO moyenne au carré. Et ben, si ça, par contre, ça ne change rien, il n'y a pas de problème. Et on n'oublie pas, comme tout à l'heure, de retourner d'ICO. Et c'est terminé, c'est-à-dire que si je fais stat de L, alors c'est un peu con parce que oui, ça c'est stat et stat 2. Alors ça a changé parce que je mets L à chaque fois. Comment dire, là, ici, là, je refais à chaque fois L quand je recompile, donc c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Et donc je vais faire stat 2 ici de L pour vérifier quand même qu'on a les mêmes valeurs. Donc effectivement, hein, je vérifie à chaque fois qu'il n'y a pas de bêtises, mais visiblement on a réussi à faire la même chose, donc sans aucune forme de problème. Donc ça c'est terminé pour cette question un peu plus difficile. Et alors ce que je vais faire, je vais commenter cette ligne là pour avoir toujours la même liste de L, comme ça je vais pouvoir comparer les valeurs sans refaire tout. Et on vous demande tout à la fin, qui est une question un peu plus difficile, de créer une fonction qui rentre dans un dictionnaire en un seul parcours de liste, le maximum et sa position, et le deuxième maximum et sa position, ou ses positions, ce qui est relativement difficile. Alors ça c'est assez dur comme exercice. Alors là, donc, c'est pour si vous en ambitionnez pas d'être excellent en info, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau à la fin. Mais il faut voir un peu comment ça se passe. Alors l'idée est la chose suivante. L'idée du second maximum n'est pas quelque chose de facile à faire. Mais l'idée c'est de comprendre que dès que vous allez renouveler le maximum de façon stricte, eh bien, le maximum que vous aviez juste avant, c'est le plus grand nombre que vous aviez trouvé avant. Donc, quand on va renouveler le maximum, on va en fait basculer, on va dire que l'ancien maximum qu'on avait trouvé, ça devient le second maximum. Néanmoins, c'est pas forcément vrai parce que vous pouvez largement trouver dans la suite de la liste un nombre qui soit plus grand que le second maximum, mais plus petit que le maximum, c'est-à-dire un nouveau maximum secondaire. Donc on va essayer de trouver ça. Donc, alors la fonction dans le TD, elle s'appelle, elle n'a pas de nom, donc je vais lui donner un nom. Voilà. Et je vais l'appeler, alors def, je vais l'appeler maxi 2, voilà, comme ça, c'est pas très important. Voilà. Alors, on est parti. Je vais donc avoir deux fonctions. Et au départ, je vais les initialiser avec L de 0 et L de 1. Forcément très important au départ. On va voir un peu comment ça se passe. Alors, c'est parti. Donc, je vais parcourir ma liste. Voilà. Et donc, la première étape, ça va être la chose suivante. Si L de I est plus grand que le maximum, d'accord? Donc, on a trouvé un nouveau maximum. Alors, déjà, max prend la valeur de L de I. Mais avant, en fait, max 2 va prendre la valeur de max. Ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez pour l'instant les deux plus grands nombres dans cette histoire. Donc, en fait, à ce stade-là, juste quand ça arrive, on a effectivement le maximum et la valeur la plus grande qu'on avait trouvée avant, donc qui est bien le maximum secondaire. Ensuite, on va continuer, et si jamais vous n'avez pas eu comment dirais-je, de renormalisation de ça, en fait, on va regarder si L de I est, alors, en fait, c'est pas du tout si L de I, en fait, euh,
c'est plutôt un else. Donc là, si jamais on n'a pas eu de renormalisation, on est en train de regarder un autre nombre, et bien en fait, ou plutôt un elif, plus exactement, elif, si L de I est strictement supérieur à max 2, d'accord. Mais L de I n'est pas plus grand que max. Autrement dit, vous avez quelque chose qui est là. Et alors, en fait, il faut pas non plus, il faut que LI soit. Alors, en fait, on veut toutes les positions, c'est simple. Alors, je vais préparer la suite. Si, voilà, je vais te faire comme ça. Et L de I est différent de max, d'accord. Donc, autrement dit, là, vous êtes sûr que vous êtes en train de tomber sur quelque chose qui est strictement plus petit que le maximum courant, mais qui par contre est plus grand que max 2. Donc, on a trouvé un nouveau maximum. Et là, en fait, tout simplement, max 2 va devenir égal à L de I. Voilà l'idée. Donc c'est comme ça qu'on fait les choses, parce qu'on a trouvé un truc plus grand. Si on fait ça, en fait, ça finit complètement le problème. Et donc ici, on peut faire tout simplement return max et max 2. Donc voilà. Donc on va tester ça sur déjà L pour voir si la fonction tourne bien. On trouve deux maximums, un très grand et un peu plus petit. Ça n'a pas l'air absurde cette histoire. Alors, on peut quand même essayer de faire une liste, une LHOOX comme j'ai fait tout à l'heure, pour vérifier que ça fonctionne. D'accord, donc je vais prendre celle-là, hein, je vais prendre la même, voilà. Je recompile tout ça pour que LHOOX soit fait et je vais tester donc maxi 2 de LHOOX. Alors je rappelle ce que c'était que LHOOX, hein, l'auxiliaire c'est celle-là, donc il y a 5 qui est bien le maximum et 4 le deuxième maximum, donc ça a l'air de fonctionner dans cette histoire. Alors en fait, le truc, c'est que le TD vous demande quelque chose d'un tout petit peu plus important. On vous donne le maximum et sa position, le maximum et ses positions. Alors en fait, il y a les positions à retenir et les positions. Alors on va le faire dans l'ordre. Si on veut juste sa position, et en fait, ça je vais l'appeler Imax. Imax, je vais dire que c'est 0, et Imax 2, je vais dire que c'est 0 ici. Voilà. Et donc ici, bah là, c'est pas très compliqué. En fait, il suffit tout simplement de dire que Imax devient égal à I. Et juste avant, bien entendu, que Imax 2 était égal à Imax précédent. D'accord. Et là, ici, il faut juste le remettre Imax 2 égale à I. Voilà, donc là, on peut le compiler comme ça pour l'instant. Donc je refais le test avec LHOOX pour voir un peu la tête que ça a. I n'est pas défini. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc c'est la ligne 115. Ligne 115, c'est là. Ah oui, j'ai mis un grand I à la place d'un petit I. Voilà. Je refais. C'est parti. Donc là, j'ai. Ah oui, bien sûr. Alors il faut que je retourne max. Donc je vais retourner deux tuples. Max 2, I max 2. Parce que si je retourne pas les choses, forcément je verrai rien. Donc là, je retourne un tuple de tuple. C'est-à-dire, c'est mon objet de retour. Il y a deux objets, chacun contenant deux informations. Donc là, je retrouve bien que j'ai un maximum qui vaut 5 à la position 1 et un maximum qui vaut 4 à la position 4, c'est-à-dire la position ici. Jusque-là, tout va bien. Dernière chose, en fait, on vous demande, au lieu d'avoir la position, d'avoir les positions. Alors, je vais regarder un peu comment ça tourne. Alors, et après on changera un peu. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'en fait, Imax ici doit être une liste vide. Imax 2 doit être une liste vide. Alors, pas vide, en fait, elle contient 0 au départ, les deux. Et comme d'habitude, alors, si on trouve un nouveau maximum absolu, ça signifie donc que la liste des positions de maximum 2, c'est-à-dire en fait Imax 2, va devenir en fait égal à Imax. D'accord. On récupère l'intégralité des positions et que Imax par contre ici devient la liste vide. On réinitialise les choses. Ça c'est la base. Alors en fait ça va poser d'énormes problèmes et donc il va falloir faire ça tout simplement pour que les... Alors quand on fait Imax 2 égale Imax, quand c'est des listes, il s'avère qu'en fait on recopie les... En fait on crée un nouvel objet, on a le même pointeur et donc il faut en fait quelque chose qui soit la copie de ça. Et si je trouve un nouveau maximum ici, en fait, il faut tout simplement que Imax2 devienne la liste vide. Et enfin, pas la liste vide, mais la liste qui contient I. Et c'est la même chose ici. Voilà. Donc là, on va vérifier que ça fonctionne. Donc ici, ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai fait des bêtises. Ah oui, et comme je veux la totalité, il faut que je mette quelque chose d'un tout petit peu différent. Parce que dans cette histoire, il faut que je mette ici un elif. Si L de I
est égal au maximum courant, alors il faut que je rajoute dans Imax la position actuelle. Et pareil ici, si L de I est égal à max 2, eh bien en fait il faut que je rajoute dans Imax 2 la valeur courante de I. Voilà, là ça devrait un peu mieux marcher. Et donc effectivement, alors je rappelle le contenu de Hellox quand même. Alors, donc je retrouve que j'ai bien 5 à la position 1, 3, que 4 n'existe qu'à la position 4. Ce que je vais faire, c'est que ma fonction, enfin ma liste LO, je vais la modifier un peu. Je vais la mettre là. Pour qu'on ait 2 fois 4, qu'on comprenne un peu les choses. Par exemple, je vais mettre le 4 ici. On va voir un peu ce qui se passe. Voilà. Et donc je vais réappliquer ça ici. Et donc on trouve que 4, alors c'est 0,04, là vous voyez j'ai un tout petit bug. Tout simplement parce que j'initialise mon max 2 à 0. Alors ça c'est un peu limite parce que ça pose un problème parce on va pas avoir de réactualisation de Emacs. Autrement dit, on retombe pas sur le même. Donc le 0 qu'il y avait ici, il est là. Je pense que je prends pas de risque en faisant ça, en mettant la liste vide au départ. C'est peut-être un peu dangereux. En tout cas, là, là ici, ça va en tout cas. Est-ce que ça règle le problème? Grande question. Je ne pense pas, non, parce que c'est pas ça le problème. Alors, je vais essayer de régler ce petit problème de zéro. Ça n'arriverait pas si le maximum secondaire. Alors, c'est ici en fait, imax.copy. En fait, au départ, le, la liste de maximum n'était pas vide. Et en fait, est-ce que je dois garder ça? Si j'enlève ça, j'ai un peu peur si je fais ça, parce que, oui, non, ça... Si, c'est bon, c'est bon. En fait, il faut que je mette des listes vides au départ. Voilà, donc si je mets des listes vides, ça fonctionne. Donc il n'y a pas de problème. Et je veux juste vérifier que si je mets un maximum tout au début, ça marche aussi. Voilà, donc 0, 1, 3, pas de problème. Et 5 avec la liste vide, donc non, ça ne marche pas. Parce que ici, il va falloir que je mette L de 1 là. Voilà. Alors, je vous expliquerai après pourquoi ça marche. Non, même pas, ça marche pas. Pourtant. Ah bah oui, mais parce qu'il n'y a pas... Alors, ça vaut quoi, Elox là? Si, ça vaut Elox. Alors, on y va. Si c'est L de 1. Ah oui. Ça, c'est assez gênant. En fait, je sais pas trop comment faire ça. Pas facile, cette histoire. Je me bats un peu là avec cette histoire. Ça fonctionne pas bien. Euh, En fait, il faut impérativement que max 2 soit plus petit que max 1 au départ, parce que sinon on a des problèmes. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc assez bête. Je vais tout simplement faire ça, parce que le maximum doit être forcément plus petit, donc je vais initialiser max 2 à une valeur qui est absurde, mais ça sera refait après, donc là ça devrait fonctionner sans aucune forme de problème. Voilà, j'ai 4 à la position 4, c'est bien remis au goût du jour. Je revérifie qu'avec le maximum secondaire au début ça fonctionne, c'est pas sûr. Si c'est bon, il n'y a, y a pas de problème. Alors l'idée, j'explique un peu pourquoi je fais ça. En fait, on doit donner une valeur à max 2 au départ. Cette valeur doit être... euh, on doit être sûr qu'elle ne va pas compromettre le fonctionnement du programme. Alors, si je mets les deux valeurs égales au départ, si jamais je tombe sur le maximum dès le début, il s'avère qu'en fait max 2 ne sera pas remis au goût du jour. Et donc on va avoir un petit souci. Donc il y a une façon de faire, c'est de parcourir les premiers termes de la liste, de parcourir les premiers termes de la liste jusqu'à ce qu'on tombe sur une valeur qui soit strictement inférieure à la première valeur. Voilà. Donc comme ça on aura le maximum, ou en tout cas le premier terme, et le terme immédiatement en dessous. Une autre façon de faire, c'est de se dire que bon, bah, le maximum sera le maximum secondaire, s'il existe en tout cas, sera forcément strictement plus grand que le deuxième. Là, on a une liste d'entiers, donc j'ai enlevé 1, tout simplement parce que si un maximum secondaire existe, il sera forcément plus petit que le maximum primaire, et donc si le maximum primaire c'est le premier terme, bah, il sera un de moins. Alors il y a plusieurs façons de faire ça, hein, donc c'est pas forcément évident d'aller chercher tous les petits détails. Je vous donne quand même la version que je vous ai donnée qui, à mon avis, est pour moi la plus sûre. Mais ça oblige à reparcourir la liste une deuxième fois.
Donc il y a une autre façon de faire, c'est aussi en parcourant la liste, si on a envie, au départ de dire que max 2 n'est pas défini, d'accord, de lui donner une valeur quelconque, et, enfin, de faire un premier passage finalement. Et dès qu'en fait on va changer de maximum, on va redescendre et initier max 2. Il y a plein de façons de faire, celle-là fonctionne. L'idée c'était juste de comprendre un peu le principe de ces espèces de modification là. Et en particulier de ne pas oublier ce petit bout un peu bizarre. Voilà, donc en tout cas c'est une question un peu plus délicate qui n'est pas du tout essentielle pour la suite des événements. C'est pour ça qu'elle est taguée MPSI double étoile. Et en tout cas, elle termine ce premier TD. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections de télé.